Bonjour et bienvenue dans Géopolitis qui revient sur la crise bancaire. Après le rachat forcé du Crédit Suisse par l'UBS pour éviter un séisme mondial, la planète finance reste dans l'expectative. Autre épée de Damoclès, les années à venir seront marquées par une crise de la dette qui pourrait être colossale. Bitcoin et autres crypto-monnaies sont les symboles d'une finance alternative, mais le Salvador, qui l'a adopté comme monnaie officielle, peine à sortir de l'endettement. Les alertes continuent à clignoter. La hausse des taux d'intérêt à l'origine de la faillite de la Silicon Valley Bank est loin de s'inverser. Le FMI prévoit une inflation qui se maintient au-delà des objectifs des banques centrales, avec aussi un ralentissement de la croissance mondiale et des conséquences potentiellement dévastatrices dans l'immobilier. S'ajoutent à cela des dépenses qui ne cessent de croître en matière de santé, de lutte contre le réchauffement et de défense avec la guerre en Ukraine et les menaces dans l'Indo-Pacifique. Une dette de plus en plus insoutenable qui ne sera pas résorbée par l'inflation. Alors, sur qui reposera le sauvetage des fleurons de la finance comme le Crédit Suisse coulé par des dirigeants multipliant les scandales et qui ne pensaient qu'à leur bonus? Sur vous et moi, sur l'intervention publique, selon le bon vieux principe, socialiser les pertes, privatiser les bénéfices. Faut-il donc laisser brûler les banques, comme le préconise l'ancien ministre grec des Finances Yanis Varoufakis? C'est ce que nous verrons avec notre invitée, la journaliste économique Mireille Zaki, qui fait la critique au vitriol d'un système financier prédateur à longueur d'article. On la retrouve après ce rappel des soubresauts dans le monde bancaire, signé Mélanie Ohaillon. Ces tout derniers jours, plusieurs places financières ont subi des turbulences importantes. Ces turbulences ont déstabilisé les banques les plus fragiles, et ça a été le cas pour le Crédit Suisse, et ce, malgré une bonne capitalisation. Le Crédit Suisse a perdu la confiance des marchés. Coup de tonnerre sur la place financière suisse. En mars, le numéro 2 bancaire helvétique Crédit Suisse est racheté par le numéro 1 UBS. Un sauvetage organisé à la hâte, avec l'aide du gouvernement pour éviter à tout prix la faillite. Quelques jours auparavant, 3 banques américaines, Silvergate, Signature et la Silicon Valley Bank, s'écroulent. Là aussi, le gouvernement s'empresse d'intervenir et garantit tous les dépôts des épargnants. Car l'objectif est bien d'éviter la contagion et de voir les banques s'effondrer les unes après les autres. Alors pour éviter la perte de confiance des citoyens, il a donc fallu rassurer. Notre système bancaire est solide et les Américains peuvent être sûrs que l'argent qu'ils ont déposé sera disponible quand ils en auront besoin. Calmez-vous et regardez simplement la réalité. Il n'y a pas de lien entre les différentes situations. Il n'y a pas de préoccupation particulière pour les banques françaises. Depuis la crise financière de 2008, les banques ont dû se plier à de nouvelles exigences. Limitation des activités spéculatives, supervision des grandes banques par les banques centrales, hausse des fonds propres et des liquidités, meilleure coopération internationale pour n'en citer que quelques-unes. Là encore, les Européens rassurent et se félicitent des garde-fous mis en place dans la zone euro. Nous avons appris des crises passées et je veux dire que la zone euro est aujourd'hui la zone où les banques sont les plus solides. Aux États-Unis, là où les réglementations sont moins strictes qu'en Europe, la Réserve fédérale américaine s'est dit prête à l'introspection. Nous commençons un examen complet en interne qui identifiera où nous pouvons renforcer la régulation. En Suisse, un carton rouge a en tout cas été adressé par le Parlement. Le Conseil national a symboliquement refusé de valider les garanties fédérales dans le rachat de Crédit Suisse. Le gouvernement a dû essuyer une avalanche de critiques ces dernières semaines. Une fois de plus, la Confédération s'est donc fait tordre le bras et a dû engager de l'argent public pour assumer des risques qui devraient relever du secteur privé. Ce désastre a été causé par une caste de managers irresponsables et une culture d'entreprise axée sur les bonus. La finance de l'ombre est l'un des facteurs pointés dans la débâcle de Crédit Suisse. C'est un peu le côté obscur du secteur, le loup de Wall Street sans Leonardo DiCaprio. Une finance hors du circuit officiel, souvent très spéculative et très risquée, entre les mains d'une myriade d'intermédiaires.
Des activités qui ne sont pas illégales en soi, mais qui échappent à toute régulation bancaire. Un système parallèle, difficile à chiffrer, mais qui représenterait la somme colossale de plus de 63 000 milliards de dollars. La part du secteur équivaudrait ainsi à près de la moitié de tous les actifs financiers mondiaux. Bonjour Mireille Zaki. Bonjour. Vous êtes une figure bien connue du journalisme économique que vous avez longtemps pratiqué à Bilan et au Temps. Vous écrivez maintenant pour Blick et vous gardez votre plume bien trempée dans le vitriol pour dénoncer les dérives du monde bancaire et financier et en particulier la finance de l'ombre, le shadow banking. Alors expliquez-nous ce que c'est. C'est tous ces crédits qui sont pris pour spéculer sur les marchés par des acteurs non bancaires de la finance. Ils empruntent à court terme sur des marchés financiers, profitant de taux qui sont restés extrêmement bas depuis 2009 quasiment, et pour finalement emprunter bas pour investir à un rendement plus élevé. Et ça a créé une montagne de crédits spéculatifs qui servent finalement au marché financier de tous les acteurs comme les hedge funds, les fonds de private equity, les fonds de capital investissement, les fonds de marché monétaire, les produits dérivés, le levier, les comptes de trading sur marge, les véhicules hors bilan. Tout ça se nourrit et s'alimente de ce crédit financier à court terme. Donc là, évidemment, vous pointez la responsabilité des banques centrales, en particulier de la Fed, la Réserve fédérale américaine. Exactement. La responsabilité de la Fed, elle devrait être pointée comme étant numéro 1 dans cette débâcle, parce que la Fed sait très bien que quand elle garde les taux très bas, elle construit cette montagne de dettes spéculatives. Là, ils montent, les taux, quand même. Et là, après, voilà, quand l'inflation s'est déclarée il y a 2 ans, elle a été obligée de relever les taux. Sinon, c'est toute la population qui allait subir de l'hyperinflation. Donc, elle a relevé les taux tout en sachant qu'elle ne peut plus vraiment relever les taux parce qu'elle a alimenté trop de dettes spéculatives. Et pourtant, elle a relevé les taux. Ils sont arrivés à 5%. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le crack d'une partie du système financier qu'elle a dû ensuite sauver. Mais au prix de quoi? De la planche à billets. Alors, votre confrère Emmanuel Garessu n'est pas du tout d'accord avec vous. Il estime que c'est très politiquement correct de mettre en cause la finance de l'ombre. Oui, mais parce que lui, il a un biais très idéologique là-dessus. Il a toujours défendu la finance coûte que coûte. Il est anti-réglementation. Il a un point de vue très libertarien, assumé. Mais je suis désolée, la notion de responsabilité est intrinsèque au libéralisme. Et ça, moi, je le rappelle tout le temps parce qu'on tend à l'oublier. On croit que le libéralisme, c'est juste la finance débridée qui va trop loin, qui abuse. Et ensuite, elle fait payer par la population ses dérives. C'est totalement faux. Il propage un narratif complètement erroné. Mais il met quand même en cause, par exemple, les banques et puis le manque de réglementation. Enfin, le fait que les États réglementent mal. Donc ça devrait plutôt aller dans votre sens. Les États ont réglementé les banques stricto sensu, mais n'ont pas réglementé tout ce qu'il y avait autour des banques, c'est-à-dire cette finance non bancaire. Donc ça réduit l'impact de la sécurité apportée par les fonds propres des banques. Parce que les banques sont exposées à la finance non bancaire. Elles travaillent tout le temps avec les hedge funds. Si vous prenez Crédit Suisse a été abattu, son action a été mise à terre par des hedge funds. Ils ont spéculé à la baisse sur Crédit. Ils ont lancé un véritable raid baissier très agressif sur Crédit Suisse. Et ça, c'est la finance non bancaire qui a mis à terre une banque traditionnelle cotée en bourse. Alors justement, on parlait de réglementation. On voit que le Conseil national qui s'est réuni il y a quelques jours voulait augmenter les fonds propres, enfin imposer une réglementation qui augmente les fonds propres et puis qui décorrèle les bonus des prises de position spéculatives. Ça n'a pas été le cas. Finalement, ça montre l'impossibilité de réglementer. Oui, le signal qui a été donné par cette session extraordinaire du Parlement suisse juste au lendemain du sauvetage de Crédit Suisse est un signal très préoccupant parce que la droite, PLR, UDC et Centre, n'ont même pas voulu, semble-t-il, même entrer en matière pour parler des réglementations de ces bonus, de cette séparation des activités entre la banque de dépôt et la banque d'investissement. Toutes ces choses nécessaires qu'on ne peut pas contourner ou fermer les yeux aujourd'hui dessus parce qu'elles sont inévitables si on veut éviter que se reproduise une faillite de cette ampleur. Alors, il y a cette fameuse formule, socialiser les pertes, privatiser les gains. Est-ce que c'est finalement toujours le contribuable qui va servir de vache à lait dans ces affaires de crise bancaire? Si l'État continue de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire de donner sans condition, là, dans ce cas,
prêter des fonds pour 259 milliards et donner et garantir et tout pour 259 milliards sans conditions préalables et venir ensuite essayer timidement de réglementer et poser des conditions, ça ne va jamais marcher parce qu'on va donner sans retour et c'est à nos dépens, nous, effectivement, les contribuables, qui allons voir au fil des générations le franc suisse se dévaluer, l'épargne se dévaluer, la dette suisse augmenter, l'aide sociale diminuer, les impôts monter en conséquence du sauvetage de Crédit Suisse. Alors, est-ce qu'il fallait faire comme Lehman Brothers en 2008 ? Il fallait laisser Crédit Suisse faire faillite ? C'est une option, ça ? Quand on laisse une banque faire faillite, qu'est-ce qui se passe ? C'est une piqûre qui immunise définitivement, parce que les conséquences sont telles que ça ne se reproduit pas. Quand on sauve, qu'est-ce qui se passe ? Mais too big to fail, c'est ce qu'on dit. Non, il n'y a pas de « nothing is too big to fail ». Si on choisit un système libéral, la prise de risque est proportionnelle à la perte. Il n'y a pas d'essayer de contourner ça. Et donc, si vous laissez tomber une boîte en faillite, ça ne se reproduit plus jamais. C'est tellement douloureux que c'est définitif. Si vous sauvez, eh ben, vous devez sauver tout le temps et vous vous ruinez. Voilà, vous ruinez votre système et toute votre civilisation, j'insiste là-dessus, toute votre civilisation, finalement, elle décline à cause de cette mauvaise allocation des ressources de l'État et des finances publiques. Alors, pour faire face aux crises qui se multiplient, on le voit, et les États s'endettent, on l'a vu avec le Covid, le fameux « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron, une montagne de dettes publiques et privées que l'économiste Nouriel Roubini chiffre à 350% du PIB mondial, ça fait 300 000 milliards de dollars. C'est une des principales méga-menaces qui nous attendent, dit-il. On se retrouve juste après ce sujet d'Elsa Anguinolfi. Ils sont rarement porteurs de bonnes nouvelles. Une fois encore, les analystes du Fonds monétaire international ont tiré la sonnette d'alarme. Bien qu'elle ait diminué de moitié par rapport au niveau sans précédent atteint en 2020, la dette publique mondiale est plus élevée et devrait augmenter plus rapidement que prévu avant la pandémie. Malgré la reprise de l'économie post-Covid et la fin progressive des plans d'aide aux entreprises et aux particuliers, l'endettement des États repart à la hausse. Il devrait atteindre presque l'équivalent du PIB mondial d'ici 5 ans, selon le FMI. Ce sont les deux plus grosses économies du monde, Chine et États-Unis, qui vont le plus contribuer à la hausse de l'endettement mondial. La dette nationale américaine atteint des records à plus de 31 000 milliards de dollars. Un montant au cœur d'un bras de fer entre démocrates et républicains qui réclament des coupes dans les dépenses. Sans exagération, la dette américaine est une bombe à retardement qui explosera si nous ne prenons pas des mesures sérieuses et responsables. Côté chinois, l'endettement augmente rapidement, surtout pour les gouvernements locaux plombés par les coûts des mesures anti-Covid et une grave crise immobilière. Mais les inquiétudes portent surtout sur les pays les plus fragiles. 62 pays dans le monde dépensent plus pour rembourser leurs dettes que pour la santé. Plus de la moitié des pays à bas revenus sont en situation de surendettement ou près d'y être. Nous savons que les conséquences des crises de la dette ne connaissent pas de frontières. Elles peuvent avoir des effets en cascade sur l'économie mondiale. Le Sri Lanka, qui a fait défaut sur le paiement de sa dette en avril 2022, en pleine crise économique et politique, vient d'obtenir un plan d'aide du FMI. D'autres sont aussi en difficulté, comme le Pakistan, l'Égypte ou la Tunisie. Parmi les pires crises possibles, il y a celle où vous avez une crise financière en même temps qu'une crise de la dette souveraine, et c'est ce que l'on appelle une boucle tragique. Dans le sillage de la crise financière de 2008, l'Europe avait dû faire face à une crise de la dette déstabilisatrice dans plusieurs pays membres, comme la Grèce. Alors, est-ce que le cocktail fatal, finalement, c'est à la fois une crise de la dette et une crise financière? Est-ce qu'on y va tout droit? Alors, c'est lié. Parce qu'en fait, les États sont aujourd'hui surendettés à cause des sauvetages qu'ils ont dû faire en 2008. Ils ont sauvé tout le système financier. Ensuite, il y a eu toutes les autres crises, comme la pandémie, les guerres, les crises de réfugiés, etc. Et puis, maintenant, il y a cette nouvelle crise financière où il y a de nouveau des sauvetages. De leur côté, le système financier, il est hyper endetté, comme on l'a dit. Et c'est cet hyperendettement qui provoque les crises qui ensuite endettent l'État. Donc, on vit de la dette aujourd'hui, on croule sous les dettes. Et finalement, oui, ça retombe beaucoup sur l'austérité qui finit par s'imposer sur les populations.
Oui, justement, dans cette austérité, par exemple, on a évoqué dans le sujet la Tunisie, qui est au bord de la cessation de paiement. Le FMI est là, évidemment, prêt à, disons, avancer les milliards qu'il faut, mais à des conditions souvent drastiques. Oui, parce que ces pays comme la Tunisie, ils subissent aussi l'inflation mondiale. Cette inflation qui vient aussi à cause des crises, où les produits, les denrées alimentaires, les matières premières se renchérissent énormément et ruinent des petits pays qui ensuite n'ont d'autre choix que d'aller s'endetter encore, recevoir des prêts, devenir encore dépendants du système international. Alors cette crise qui nous guette, Vincent Kaufmann de la Fondation Ethos, il estime qu'elle sera pire qu'en 2008. On va vraiment vers quelque chose de cet ordre-là ? Alors, pour qui, ça dépend. Parce que pour la haute finance, pour l'instant, recevoir des fonds publics ne fait que surenrichir ceux qui ont déjà encaissé des bonus dans le haut du cycle et qui, finalement, ne rendent pas leurs bonus, ne payent pas de conséquences, ne subissent même pas vraiment de réglementation stricte. Par contre, oui, les populations, les salariés de base, les épargnants, tous ceux qui ne dépendent pas des marchés financiers mais qui dépendent de l'économie réelle, ils vont devoir payer plein pot. Et là, qu'on soit libéral ou de gauche, on n'a pas besoin d'être du PS pour dire ça. On doit juste comprendre que même si je suis un PLR aujourd'hui, j'ai la responsabilité de l'intérêt public, du maintien d'une économie prospère pour les classes moyennes. C'est une responsabilité qui fait l'identité de n'importe quel parti ici en Suisse, qui doit être le pilier de sa politique. Justement, vous évoquez la Suisse. La Suisse est finalement assez peu endettée, mais le franc, lui, est-ce qu'il vaut encore ce qu'il valait il y a 30 ans, par exemple? Alors, la perception dans la tête de beaucoup de gens, c'est que le franc ne fait que de s'apprécier parce qu'ils n'ont que l'information du taux de change du franc face à l'euro. Et c'est faux. Le franc s'est dévalué contre lui-même. Il achète 4 fois moins d'onces d'or qu'il y a 20 ans. Ouais. Ça veut tout dire. Ça veut dire que le pouvoir d'achat du franc pour acheter n'importe quelle denrée ou matière première ou pétrole ou immobilier ou actif tangible a baissé. Donc, le pouvoir d'achat de l'épargnant suisse, il baisse aussi, parce que la Banque centrale suisse n'est pas meilleure que les autres. Elle a créé 1 000 milliards de nouveaux francs suisses pour faire baisser le franc suisse sur les marchés et acheter des actifs américains, internationaux, des euros, des obligations en euros, et pour baisser le franc suisse. Et donc, ça a dévalué la valeur. Donc là, on voit bien, vous avez pointé la responsabilité à la fois de cette finance de l'ombre, les hedge funds, qui auraient ce pouvoir absolument mondial sur toute la finance. Il y a quand même un enjeu démocratique là derrière. Oui, parce qu'on ne peut pas vraiment protéger une banque par rapport à la capacité, par exemple, de spéculateurs comme des hedge funds de d'évaluer son cours, de lancer des rumeurs à son sujet. Si Crédit Suisse n'avait pas été cotée en bourse et qu'elle avait été encore moins bien gérée qu'elle l'a été là, elle ne serait pas en faillite aujourd'hui. Elle était en faillite parce que ses titres sont cotés en bourse et qu'il y a des spéculateurs qui peuvent impunément faire des paris baissiers à l'infini sur elle, propager des rumeurs. Et donc, quand Alain Berset dit « le marché a perdu confiance en Crédit Suisse », ce n'est pas le marché. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est certains acteurs du marché très influents, démesurément, sur un marché finalement minuscule qui est celui des dérivés de crédit, qui ont décidé de signaler que le risque de faillite sur Crédit Suisse était équivalent à celui de la dette grecque. Ils ont décidé de signaler ça à un moment donné. Est-ce que c'était vrai ou pas ? C'est pas ça la question. Ils ont émis ce signal sur les marchés. Tout le monde a suivi jusqu'au client, ici à Genève ou à Lausanne, qui a retiré ses fonds finalement du compte. Donc vous voyez leur pouvoir démesuré sur même le futur des déposants dans cette banque, de milliers de déposants. Mais ce qu'on voit, effectivement, quand je parlais de défis démocratiques, c'est aussi la situation sociale explosive qui se développe dans un certain nombre de pays très riches, comme la France, par exemple, on le voit en ce moment. Est-ce que ça, c'est un risque que l'on mesure bien ? Alors non, on ne le mesure pas et on le sous-estime et on ne fait pas les liens qu'il faudrait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand des dons pareils d'argent illimités sont donnés au système financier, beaucoup plus qu'en 2008, je tiens à souligner que les 259 milliards donnés à Crédit Suisse, une banque 4 fois plus petite qu'UBS à l'époque, ou 5 fois plus petite, UBS avait reçu 50 milliards, là on donne 259 milliards à cause du grossissement de la finance de l'ombre. Ces sommes-là, ça paupérise beaucoup les populations et on finit avec des mouvements sociaux, des mouvements contestataires. Et après on se demande d'où ça vient parce qu'on ne comprend pas cette dévaluation, cette perte finalement de pouvoir d'achat qui est constamment là, cette inflation qui est aussi générée par d'autres crises, des crises géopolitiques, etc. Et on n'arrive plus à compenser
les gens du renchérissement. On n'arrive plus à relever leur salaire, on n'arrive plus à ajuster leur rente de retraite, on n'arrive plus à ajuster le taux minimal du deuxième pilier, on n'arrive plus à ajuster l'aide sociale. Et donc l'État, qui a tellement aidé la finance, il est en faillite quand il s'agit d'aider la population dont il est censé protéger les intérêts. Et ça finit par des mouvements sociaux, des mouvements contestataires, de la colère sociale, tout ça. Eh bien, merci Mireille Zaki. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis. Évidemment, si on veut aller plus loin dans la compréhension de ce que vous dites, d'aller plus loin dans vos analyses, on peut lire votre dernier livre qui s'intitule « Désinformation économique » aux éditions Favre. Merci beaucoup. Créé en 2008, le Bitcoin est apparu comme la solution aux crises financières et bancaires et au risque d'hyperinflation faisant fondre la monnaie locale. Le Salvador est le premier pays à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie officielle pour éviter les frais bancaires lors des transferts d'argent des émigrés salvadoriens. Mais près de 2 ans après, le bilan est très mitigé. Anne Delette. Paradis du surf, paradis du Bitcoin. Dans cette station balnéaire, la crypto-monnaie a été saluée avec enthousiasme, clé d'un futur Eldorado financier alternatif. Mais la chute sans fin du cours du Bitcoin a mis les nerfs des Salvadoriens à rude épreuve. Au début, il y avait un boom et tout le monde voulait l'utiliser. Je vois que ça augmente. J'ai mis $20 et maintenant j'en ai 25. Mais aujourd'hui, les gens ont arrêté de l'utiliser. À peine élu, le président Bukele rêve de propulser son pays dans la modernité et l'ère numérique. Son tweet officialise la nouvelle. La loi sur le Bitcoin vient d'être approuvée à la majorité qualifiée au Congrès du Salvador. 62 votes sur 84, historique. Le Salvador est le premier pays au monde à faire du Bitcoin une monnaie légale à côté du billet vert. La monnaie a un avenir, sa valeur augmentera et cela générera de grands profits. À quelques pas du palais présidentiel, les fruits et les légumes se négocient depuis des années en dollars. Ils sont 40% à vivre en dessous du seuil de pauvreté. La majorité n'a pas de compte en banque. Heureusement, 3 millions d'émigrés salvadoriens envoient chaque année l'équivalent du quart du PIB. Mais les banques se servent lors des transferts 400 millions de dollars par an. Économiser cet argent, voilà l'ambition. En 4 mois, 4 millions de Salvadoriens téléchargent l'application Chivo Wallet sur leur portable. Mais aujourd'hui, la crypto-monnaie brûle les doigts de certains vendeurs. Le seul moyen de ne pas perdre d'argent quand quelqu'un vous paye en Bitcoin, c'est de l'échanger tout de suite pour des dollars. Le cours du Bitcoin est en effet très volatile. De 66 000 $ en novembre 21, il a chuté à 18 000 $ un an plus tard, pour remonter légèrement en janvier dernier. Inquiet, le FMI a demandé au gouvernement de retirer le Bitcoin comme monnaie légale. Le président leur a ri au nez. Mais la contestation s'amplifie. Critiqué pour sa gestion autoritaire et peu transparente, le président Bukele est accusé de jouer au Monopoly avec les finances publiques sur le dos des pauvres. Le rachat de Crédit Suisse par l'UBS avait pour but d'éviter le pire, une crise systémique comme celle de 2008 qui avait mis le monde de la finance à genoux. Retour sur la crise des subprimes pour notre rubrique Ce jour-là. Pour comprendre l'ampleur de ce séisme financier, il faut remonter à l'épicentre, l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis. La fin du rêve américain pour des millions de propriétaires jetés à la rue, faute de pouvoir rembourser leurs emprunts, les fameux subprimes. Les subprimes, ce sont des prêts hypothécaires à haut risque accordés par des établissements de crédit à des ménages aux revenus modestes, le pari étant de miser sur une hausse de la valeur de leur maison. Oui, mais voilà, début 2007, le prix de l'immobilier baisse et c'est tout le montage financier qui s'écroule. Comment cette crise immobilière s'est-elle transformée en crise bancaire? Quelle est la courroie de transmission? On me répond, titrisation. La titrisation, c'est comme un saucisson. Vous avez un ensemble de prêts qui a été accordé par les banques à des ménages à risque aux États-Unis. Ça, c'est la chair à saucisse. C'est la chair à saucisse. Les banques ont
regrouper tous ces prêts à risque pour fabriquer un seul produit, qui va être le saucisson. Et à partir de ce produit, vous allez créer des tranches dont vous pensez qu'elles vont représenter des risques plus ou moins importants. Évidemment, celles qui seront considérées comme moins risquées auront un prix bien supérieur aux autres. Ces tranches et produits structurés ont été achetés en masse par les investisseurs du monde entier. Comme dans la chair à saucisse, il y a du bon et du moins bon, mais tout le monde se goinfre. Résultat, quand les subprimes s'effondrent, c'est tout le système financier qui subit la secousse. Dans l'aventure, l'UBS qui a oublié sa prudence toute helvétique se fourvoie avec pertes et fracas. Facture finale, 45 milliards de francs. Passé le traumatisme de l'UBS, on pensait la crise des subprimes derrière nous. Mais 4 mois plus tard, en septembre, nouvelle réplique de taille, le Big One. Lehman Brothers, l'un des géants américains de l'investissement, fait faillite. 158 ans d'histoire partent en fumée. Et si la Banque nationale suisse, qui a garanti le rachat du Crédit Suisse, était en fait un requin de la finance au lieu d'être la gardienne sourcilleuse du franc? C'est la thèse pour le moins iconoclaste que défend le spécialiste des marchés financiers franco-libano-suisse Michel Santi dans un livre au vitriol « BNS, rien ne va plus, une banque centrale ne devrait jamais faire ça » aux éditions Favre. Il met notamment en cause la perte de 132 milliards en 2022 liée à des investissements spéculatifs. Il va même plus loin en l'accusant d'avoir joué au Monopoly avec l'argent du peuple suisse. Son livre fourmille d'exemples d'achats d'actions américaines dont certaines étaient devenues invendables. On attend la réponse de la BNS qui peut se prévaloir d'avoir maîtrisé l'inflation et sécurisé l'économie, ce que Michel Santi conteste également. À suivre donc. Avec toute l'équipe de Géopolitis, je vous remercie de votre fidélité sur la RTS, sur les différentes chaînes de notre partenaire TV5 Monde et sur notre chaîne YouTube. La prochaine émission sera consacrée au retour en grâce du nucléaire. Portez-vous bien.